Elle en fut enthousiaste. Son pauvre papa. Elle me dit que je pouvais rester tout l'après-midi, revenir le lendemain si c'était nécessaire. Elle m'apporta un café, m'alluma les lampes et s'en retourna dans le jardin, me laissant mettre de la place. La chambre avait une mûrise blanc. Elle ne présentait pas de coffre, d'écrin, d'infractuosité où je puisse fouiller, mais je n'ai rien négligé. J'ai regardé dessus, dessous et dedans des rares meubles. Dans une armoire quasi vide, avec quelques vêtements garnis seulement de naftaline, j'ai retourné les 3 ou 4 tableaux, des gravures de paysages. Je vous épargne des détails, je ne vous dis que ça. J'ai bien travaillé, le rebrouage des divans, on ne doit pas uniquement le paquet, il faut aussi y enfiler des aiguilles, pour sentir si on ne rencontre pas de corps étrangers. Je compris que le colonel n'avait pas fréquenté que des champs de bataille. Il me restait les livres. Dans tous les cas, il était bon que je relève les titres et vérifie s'il n'y avait pas d'annotation dans les marges, des mots soulignés, quelques indices. Enfin, voilà que je prends maladroitement un vieux volume à la lourde reliure. Il tombe. Un feuillet écrit à la main, on sort. D'après le type de papier quadrillé et d'après l'encre, il ne paraissait pas très vieux. Il pouvait avoir été écrit dans les dernières années de vie d'un golf. Je le parcourus à peine, assez pour y lire une annotation en marge, 30 1894. Vous imaginez mon émotion. La vague de sentiments qui m'a assailli. Je compris qu'un golf était allé à Paris avec le parchemin original, mais ce feuillet en constituait la copie. Je n'ai pas hésité. La demoiselle Ingolf avait épousté ses livres pendant des années, mais elle n'avait jamais repéré ce feuillet, sinon elle m'en aurait parlé. Bien, elle continuerait à l'ignorer. Le monde se divise entre vaincus et vainqueurs. J'avais eu pour ma part mon compte de défaite. Je devais maintenant saisir la victoire par les cheveux. Je fis glisser le feuillet dans ma poche. Je pris congé de la demoiselle en lui disant que je n'avais rien trouvé d'intéressant, mais que je citerais son père si j'écrivais quelque chose, et elle me bénit. Messieurs, un homme d'action ébranlé par une passion comme celle qui me brûlait ne doit pas se faire trop de scrupules devant la grisaille d'un être que le destin a désormais condamné. Ne vous justifiez pas, dit Belbeau. Vous l'avez fait. À présent, dites. À présent, je vous montre à vous, messieurs, ce texte. Vous me permettez de produire une photocopie, non par défiance, pour ne pas soumettre l'original à l'usure. Mais Ingolf ne détient pas l'original, dis-je. C'était sa copie d'un présumé original. Monsieur Casaubon, quand les originaux n'existent plus, la dernière copie est l'original. Mais Ingolf pourrait avoir mal transcrit. Vous ne savez pas, vous, s'il en est ainsi. Et moi, je sais que la transcription d'Ingolf dit la vérité, car je ne vois pas comment la vérité pourrait être différente. Par conséquent, la copie d'Ingolf est l'original. Nous sommes d'accord sur ce point ou on se met à faire des petits jeux intellectuels? Je ne peux pas les souffrir, dit Belbeau. Voyons votre copie originale. L'ordre n'a jamais cessé un instant de subsister. Ce fut notre premier, lointain contact avec le plan. Ce jour-là, j'aurais pu être ailleurs. Si, ce jour-là, je n'avais pas été dans le bureau de Belbeau, maintenant je serais à Samarcande, en train de vendre des graines de sésame, éditeur d'une collection en braille, directeur de la First National Bank sur la terre de François-Joseph. Les conditionnels contrefactuels sont toujours vrais parce que la prémisse est fausse. Mais ce jour, j'étais là, et c'est pour cela qu'à présent je suis où je suis. D'un geste théâtral, le colonel nous avait montré le feuillet. Je l'ai encore ici, au milieu de mes papiers, dans une chemise de plastique, plus jaune et délavé qu'il n'était alors, avec ce papier thermique qu'on utilisait dans ces années-là. Il y avait en réalité 2 textes. Le premier, serré, qui occupait la première moitié de la page, et le second, espacé dans ses versiculés mutilés. Le premier texte était une sorte de litanie démoniaque, une parodie de langue sémitique. Couabris, Bétrabax, Rexulon, Oukazal, Oukzab, Urpaefel, Taculbin, Abrac, Acorwin, Macassel, Tébrin, Mkaswin, Rocazor, Imézor, Argabil, Kakaan, Docrabax, Rezat, Rezabrax, Dekaikan, Wakakil, Zetabor, Quaxaop, Dougrak, Xaelobran, Gizaeda, Magizwan, Reptak, Ouidal, Ouskolda, Arabaon, Zitreus, Mekrim, Cosmae, Doukounifas, Rocarbis. Ce n'est pas évident, observa Belbeau. Non, n'est-ce pas? Inquiéta avec malice le colonel. Et j'y aurais perdu ma vie si un jour, presque par hasard, je m'avais trouvé sur l'inventaire d'un bouquiniste un livre consacré à Tritème, et si mes yeux n'étaient pas tombés sur un de ces messages en chiffres. Amerciel, Enchourmi, Delmousson, Tafloïne. Je tenais une piste, je l'ai suivi jusqu'au bout. Tritème était pour moi un inconnu, mais je retrouvais à Paris une édition de sa Steganographia Hoc et Ars,
per occultam scripturam animi sui voltatem absentibus aperiendi certa. Francfort 1606. L'art d'ouvrir à travers une écriture occulte son esprit aux personnes éloignées. Personnage fascinant, ce Trithème, abbé bénédictin de Stonheim, vivant entre le XVe et le XVIe siècle, un érudit, qui connaissait l'hébreu et le chaldéen, et les langues orientales comme le tartare, en contact avec des théologiens, des kabbalistes, des alchimistes, certainement avec le grand Cornelius Agrippa de Nettesheim, et peut-être avec Paracelse. Trithème masque ses révélations sur les écritures secrètes avec des fumisteries nécromantiques, et il dit qu'il faut envoyer des messages chiffrés du type de celui que vous avez sous les yeux, et puis le destinataire devra évoquer des anges tels Parmerciel, Padiel, Dorotiel, et ainsi de suite, qui l'aideront à comprendre le vrai message. Mais les exemples qu'il fournit sont souvent des messages militaires, et le livre est dédié au conspirateur et duc de Bavière Philippe, et il constitue un des premiers exemples de travail cryptographique sérieux, digne de service secret. Pardon, demandai-je, mais si j'ai bien compris, Trithème a vécu au moins 100 ans après la rédaction du manuscrit qui nous intéresse. Trithème était affilié à une Sodalita Celtica, où on s'occupait de philosophie, d'astrologie, de mathématiques pythagoriciennes. Vous saisissez le rapport. Les Templiers sont un ordre initiatique qui remonte aussi à la science des anciens Celtes. C'est désormais amplement prouvé. Par une voie quelconque, Trithème apprend les mêmes systèmes cryptographiques utilisés par les Templiers. Impressionnant, fit Belbeau. Et la transcription du message secret, qu'est-ce qu'elle dit? Du calme, messieurs. Trithème présente 40 cryptosystèmes majeurs et 10 mineurs. J'ai eu de la chance. Ou bien les Templiers de province n'étaient pas trop creusés les ménages, sûr que personne ne les livrait leur clé. J'ai tout de suite essayé avec le premier des 40 cryptosystèmes majeurs, et j'ai fait l'hypothèse que dans ce texte comptent seuls les initiales. Belbeau demanda le feuillet et le parcourut. Mais même comme ça, il en sort une suite de lettres sans signification. Krudrutz. Normal, dit avec condescendance le colonel. Les Templiers ne s'étaient pas trop creusés les ménages, mais ils n'étaient pas non plus trop paresseux. Cette première séquence est à son tour un autre message chiffré, et j'ai aussitôt pensé à la seconde série des 10 cryptosystèmes. Vous voyez, pour cette seconde série, Trithème utilisait des rotules, et voici celle du premier cryptogramme. Il tira de son classeur une autre photocopie, approcha sa chaise de la table et fit suivre sa démonstration en touchant les lettres de son stylo fermé. C'est le système le plus simple. Ne tenez compte que du cercle extérieur. Pour chaque lettre du message en clair, on substitue la lettre qui précède. Pour A, on écrit Z. Pour B, on écrit A, et ainsi de suite. Enfantin pour un agent secret aujourd'hui, mais en ces temps-là, c'était considéré comme de la sorcellerie. Naturellement, pour déchiffrer, on suit le chemin inverse. Et on substitue à chaque lettre du message chiffré la lettre qui suit. J'ai essayé, et certes, j'ai eu la chance de réussir à la première tentative, mais voici la solution. Il transcrivit. Les 36 invisibles séparés en 6 bandes. Les 36 invisibles séparés en 6 groupes. Et qu'est-ce que ça signifie? À première vue, rien. Il s'agit d'une sorte d'entête de constitution d'un groupe, écrit en langue secrète pour des raisons rituelles. Puis, pour le reste, certains qui plaçaient leur message dans un recoin inviolable, nos Templiers se sont limités aux Français du XIVe siècle. En effet, voyons le second texte. Allah, 3 petits points, Saint-Jean, 36 P, charrette de fin, 6, 3 petits points, entier avec Sahel, P, 3 petits points, les Blancs d'Antiax, R, 3 petits points, S, 3 petits points, Chevalier de Prince, pour la 3 petits points, J, point, NC. 6 x 6 en 6 places, chacune fois 20A, 3 petits points, 120A, 3 petits points, Iceste est l'ordonnation, A le donjon lui premier, Itoli secus just, Iseus qui, 3 petits points, pense, It à le refuge, It à Notre-Dame de l'Altrepart de Lyon, It à l'hostel des Poplicans, It à la pierre, 3 x 6 avant la peste, 3 petits points, la grande spique. Et ce serait là le message non chiffré? Demanda Bellepot, déçu et amusé. Il est évident que dans la transcription d'un golf, les petits points représentaient les mots illisibles, les espaces, le parchemin était consumé. Mais voici ma transcription finale, où, par conjecture que vous me permettrez de qualifier de lucide et inattaquable, je restitue le texte dans son ancienne splendeur, comme on dit. Il retourna d'un geste de prestidigitateur la photocopie et nous montra ses notes à lui en caractère d'imprimerie. La nuit de Saint-Jean, 36 ans poste de la charrette de foin, 6 messages intacts avec sceau,
pour les chevaliers aux blancs manteaux, les Templiers, Rolaps le Provins pour la vengeance, 6 fois 6 dans 6 localités, chaque fois 20 ans fait 120 ans, ceci est le plan. Que les premiers aillent au château, Iterum de nouveau après 120 ans, que les seconds rejoignent ceux du pain. De nouveau au refuge, de nouveau à Notre-Dame au-delà du fleuve, de nouveau à l'hostellerie des Poplicans, de nouveau à la pierre, 3 fois 6, 666, avant la fête de la grande prostituée. Pire que d'avancer dans le noir, dit Belbeau. Certes, c'est encore tout à interpréter, mais un golf y était certainement arrivé, comme j'y suis arrivé moi. C'est moins obscur qu'il n'y paraît, pour qui connaît l'histoire de l'ordre. Une pause, il demanda un verre d'eau, et continua à nous faire suivre le texte mot à mot. Alors, dans la nuit de la Saint-Jean, 36 ans après la charrette de foin, les Templiers, destinés à la perpétuation de l'ordre, échappent à la capture en septembre 1307, sur une charrette de foin. En ces temps-là, l'année se calculait d'une Pâque à l'autre. 1307 finit donc vers ce qui, selon notre compute, serait la Pâque 1308. Essayez de calculer 36 ans après la fin de l'année 1307, qui est notre Pâque 1308. Et nous arrivons à la Pâque 1344. Après les 36 ans fatidiques, nous sommes en notre année 1344. Le message est posé dans la crypte, à l'intérieur d'un réceptacle précieux, comme ça, acte notarié de quelques événements qui s'est accompli dans ce lieu après la constitution de l'ordre secret, la nuit de la Saint-Jean, c'est-à-dire le 23 juin 1344. Pourquoi l'année 1344 ? Je pense que de 1307 à 1344, l'ordre secret se réorganise et travaille au projet dont le parchemin ratifie la mise en marche. Il fallait attendre que les eaux se calment, que les fils se renouent entre les Templiers de 5 ou 6 pays. D'autre part, les Templiers ont attendu 36 ans, pas 35 ou 37, parce qu'évidemment le nombre 36 avait pour eux des valeurs mystiques, comme vient de nous le confirmer aussi le message chiffré. La somme interne de 36 donne 9, et je n'ai pas besoin de vous rappeler les significations profondes de ce nombre. Je peux, c'était la voix de Dieu Talévi qui s'était glissée derrière nous, à pas se traiter un Templier de Provins. De l'eau à ton moulin, dit Belbeau, qui le présenta rapidement. Le colonel ne parut pas excessivement dérangé, il donnait plutôt l'impression de désirer un auditoire nombreux et attentif. Il poursuivit son interprétation, et Dieu Talévi buvait une petite numérologique. Pure gématria. Nous en arrivons au saut. 6 choses intactes avec un saut. Adolphe trouve un étui, d'évidence fermé par un sceau. Par qui a été scellé cet étui? Par les manteaux blancs, et donc par les Templiers. Or, nous voyons dans le message un R, quelques lettres effacées et un S. Moi je lis Rolaps. Pourquoi? Parce que nous savons tous que les Rolaps étaient les accusés qui avaient avoué et se rétractaient. Et les Rolaps ont joué un rôle non indifférent dans le procès des Templiers. Les Templiers de Provins assument orgueilleusement leur nature de Rolaps. Ce sont ceux qui se dissocient de l'infâme comédie du procès. Il est donc question des chevaliers de Provins. Rolaps, prêt pourquoi? Les rares lettres à notre disposition suggèrent vengeance pour la vengeance. Quelle vengeance? Monsieur, toute la mystique templière depuis le procès tourne autour du projet de venger Jacques de Molay. Je ne tiens pas en grande estime les rites maçonniques, mais eux, caricatures bourgeoises de la chevalerie templière, en sont quand même un reflet, pour dégénérer qu'ils soient. Et un des grades de la maçonnerie de rite écossais est celui de chevalier Kadosh, en hébreu chevalier la vengeance. D'accord, les Templiers se préparent à la vengeance. Et puis, combien de temps devra prendre ce plan de vengeance? Le message chiffré nous aide à comprendre le message traduit. 6 chevaliers sont requis pour 6 fois en 6 lieux, 36 divisés en 6 groupes. Ensuite, il est dit chaque fois 20. Et ici, il y a quelque chose qui n'est pas clair, mais qui, dans la transcription d'un golf, semble être un A. J'en ai déduit, chaque fois 20 ans, par 6 fois 120 ans. Si nous suivons le reste du message, nous trouvons une liste de 6 lieux, ou de 6 tâches à accomplir. Il est question d'une ordonnation, un plan, un projet, une marche à suivre. Et il est dit que les premiers doivent se rendre à un donjon ou château, les deuxièmes dans un autre endroit, et ainsi de suite jusqu'au 6e. Par conséquent, le document nous dit qu'il devrait y avoir 6 autres documents encore scellés, répartis dans des lieux différents. Et il me semble évident qu'il faut briser les sceaux l'un après l'autre, et à distance de 120 ans l'un de l'autre. Mais pourquoi à chaque fois 20 ans, demanda Dieu Talévi. Ces chevaliers de la vengeance doivent accomplir une mission en un lieu déterminé tous les 120 ans. Il s'agit d'une forme de relais.
Il est évident qu'après la nuit de l'an 1344, 6 chevaliers partent, et chacun va dans un des 6 lieux prévus par le plan. Mais le gardien du premier sceau ne peut certes pas rester en vie pendant 120 ans. Il faut comprendre que chaque gardien de chaque sceau doit rester en charge 20 ans, et puis passer l'ordre à un successeur. 20 années est un terme raisonnable. 6 gardiens par sceau, pendant 20 années chacun, donnent la garantie qu'à la 120e année, le détenteur du sceau puisse lire une instruction, mettons, et la passer au premier des gardiens du deuxième sceau. Voilà pourquoi le message s'exprime au pluriel. Que les premiers aillent par ici, que les deuxièmes aillent par là. Chaque lieu est pour ainsi dire contrôlé en l'espace de 120 ans par 6 chevaliers. Faites le compte. Du premier au 6e lieu, il y a 5 passages, qui prennent 600 années. Ajoutez 600 à 1344, et vous obtiendrez 1944. Ce qui est aussi confirmé par la dernière ligne, claire comme le jour. C'est-à-dire, la dernière ligne précise 3 fois 6 avant la fête de la grande prostituée. Là aussi, un jeu numérologique, parce que la somme interne de 1944 donne précisément 18. 18, c'est 3 fois 6. Et cette nouvelle admirable coïncidence numérique suggère aux Templiers une autre très subtile énigme. 1944 est l'année où le plan doit parvenir à son terme. En vue de quoi? Mais de l'an 2000. Les Templiers pensent que le deuxième millénaire marquera l'avènement de leur Jérusalem, une Jérusalem terrestre, l'anté-Jérusalem. Ils sont persécutés en tant qu'hérétiques. En haine de l'Église, ils s'identifient à l'Antéchrist. Vous savez que le 666, dans toute la tradition occulte, est le nombre de la bête. Le 666, année de la bête, est l'an 2000, où triomphera la vengeance templière. L'anté-Jérusalem est la nouvelle Babylone dont parle l'Apocalypse. La référence au 666 est une provocation, une bravade d'homme d'armes, une prise en charge de sa diversité, comme on dirait aujourd'hui. Belle histoire, n'est-ce pas? Il me regardait avec des yeux humides, des lèvres et des moustaches humides, tandis que de la main, il caressait son classeur. D'accord, dit Belbeau. On a là, dans leur grande ligne, les échéances d'un plan. Mais lequel? Vous en demandez trop. Si je le savais, je n'aurais pas besoin de lancer mon lapin. Mais je sais une chose. Quand cet espace de temps il est arrivé à un accident de parcours, et le plan ne s'est pas accompli. Autrement, permettez, on le saurait. Et je peux même comprendre pourquoi. 1944 n'est pas une année facile. Les Templiers ne pouvaient pas savoir qu'il y aurait une guerre mondiale rendant tout contact plus difficile. Excusez-moi si j'interviens, dit Diotalevi, mais si je comprends bien, une fois ouvert le premier sceau, la dynastie de vos gardiens ne s'éteint pas. Elle continue jusqu'à l'ouverture du dernier sceau, quand sera nécessaire la présence de tous les représentants de l'ordre, et par conséquent chaque siècle, ou bien chaque 120 années, nous aurions toujours 6 gardiens pour chaque lieu, donc 36. Affirmatif, dit Ardenti. 36 chevaliers pour chacun des 6 endroits, cela fait 216, dont la somme intérieure fait 9. Et puisqu'il y a 6 siècles multipliés en 216 par 6, et nous avons 1296, dont la somme intérieure fait 18, c'est-à-dire 3 par 6, 666. Diotalevi aurait peut-être procédé à la refonte arithmologique de l'histoire universelle si Belbeau d'un coup d'œil ne l'avait arrêté, comme font les mères quand leur enfant commet une gaffe. Mais le colonel était en train de reconnaître en Diotalevi un illuminé. C'est magnifique ce que vous me montrez là, professeur. Vous savez que 9 est le nombre des premiers chevaliers qui formèrent le noyau du temple à Jérusalem. Le grand nom de Dieu, tel qu'il est exprimé dans le tétragrammaton, dit Diotalevi, est de 72 lettres, et 7 et 2 font 9. Mais je vous dirai davantage, si vous le permettez. Selon la tradition pythagoricienne, que la Kabbale reprend ou inspire, la somme des nombres impairs de 1 à 7 donne 16, et la somme des nombres pairs de 2 à 8 donne 20. Et 20 plus 16, ça fait 36. Mon Dieu, professeur, frémissait le colonel, je le savais, vous me réconfortez, je suis près de la vérité. Je ne comprenais pas jusqu'à quel point Diotalevi faisait de l'arithmétique une religion, ou de la religion une arithmétique. Probablement faisait-il l'une ou l'autre chose, et j'avais en face de moi un athée qui jouissait de son ravissement dans quelque ciel supérieur. Il pouvait devenir un dévot de la roulette, s'il l'eût mieux valu, et il s'était voulu rabat mécréant. À présent, je ne me rappelle pas exactement ce qui se passa. Mais Belbeau intervint avec son bon sens de Jean du Pot et remplit le charme. Il restait au colonel d'autres lignes à interpréter, et nous voulions tout savoir. Il était déjà 6 heures du soir. 6 heures, pensais-je, qui sont aussi 18 heures. D'accord, dit Belbeau. 36 par siècle,
Les chevaliers, pas à pas, s'apprêtent à découvrir la pierre. Mais quelle est cette pierre? Alors, il s'agit naturellement du Graal. Le centre invisible, le souverain qui doit se réveiller. Vous dites qu'il y a aussi un rapport avec le Graal, s'informa Beldo. Naturellement, et ce n'est pas moi qui le dis. Sur ce qu'est la légende du Graal, je ne crois pas devoir m'étendre. Je parle avec des personnes cultivées. Les chevaliers de la table ronde, la recherche mystique de cet objet prodigieux qui, pour certains, sera la coupe où le sang de Jésus fut recueilli, transporté en France par Joseph d'Arimathie, pour d'autres une pierre au pouvoir mystérieux. Souvent, le Graal apparaît comme une lumière fulgurante. Il s'agit d'un symbole qui représente une force, une source d'immense énergie. Et il nourrit, guérit de blessures, aveugle, foudroie, un rayon laser. On a aussi pensé à la pierre philosophale des alchimistes. Mais même dans cette hypothèse, que fut la pierre philosophale si ce n'est le symbole de quelque énergie cosmique? La littérature sur ce sujet est innombrable, mais on repère facilement certains signaux irréfutables. Si vous lisez le Parzival de Wolfram von Eschenbach, vous verrez que le Graal y apparaît comme gardé dans un château de Templiers. Eschenbach était-il un initié? Un imprudent qui a révélé quelque chose qu'il valait mieux taire? Mais ce n'est pas tout. Ce Graal, gardé par les Templiers, est défini comme une pierre tombée du ciel. Lapis exilis. On ne sait pas si cela signifie pierre du ciel, ex coelis, ou qui vient de l'exil. En tout cas, c'est quelque chose qui vient de loin, et on a suggéré que cela pourrait être une météorite. En ce qui nous concerne, nous y sommes. Une pierre. Quoi que fût le Graal, pour les Templiers, il symbolise l'objet ou le but du plan. Pardon, dis-je. Selon la logique du document au 6e rendez-vous, les chevaliers devraient se trouver près d'une pierre, ou dessus, mais pas trouver une pierre. Autre subtile ambiguïté. Autre lumineuse analogie mystique. Bien sûr que le 6e rendez-vous est sur une pierre, et nous verrons où. Mais sur cette pierre, une fois achevée la transmission du plan et brisé les ciseaux, les chevaliers sauront trouver la pierre. C'est en somme le jeu évangélique. Tu es pierre, et sur cette pierre, sur la pierre, vous trouverez la pierre. Il ne peut en être qu'ainsi, dit Beldo. Je vous en prie, poursuivez. Casaubon n'interrompez pas toujours. Nous sommes impatients de connaître le reste. Donc, dit le colonel, la référence évidente au Graal m'a longtemps fait penser que le trésor était un immense dépôt de matière radioactive, à la limite tombée d'autres planètes. Veuillez considérer par exemple dans la légende la mystérieuse blessure du roi Amfortas. On dirait d'un radiologue qui s'est trop exposé. De fait, il ne faut pas le toucher. Pourquoi? Songez à l'émotion que les Templiers doivent avoir éprouvée quand ils sont arrivés sur le rivage de la mer Morte. Vous le savez, des eaux bitumeuses, très lourdes, où on flotte comme du liège, et qui ont des propriétés curatives. Ils pourraient avoir découvert en Palestine un dépôt de radium, d'uranium, qu'ils ont compris ne pas pouvoir exploiter sur le champ. Les rapports entre le Graal, les Templiers et les Cathares ont été scientifiquement étudiés par un valeureux officier allemand. Je veux parler d'Otto Rahn, un Obersturmbannführer des SS qui a consacré sa vie à méditer avec rigueur sur la nature européenne et arienne du Graal. Je ne veux pas dire comment et pourquoi il a perdu la vie en 1939, mais il y en a qui affirment... puis-je oublier ce qui est arrivé à Lingreffe? Rahn nous montre les rapports entre la toison d'or des Argonautes et le Graal. En somme, il est évident qu'il y a un lien entre le Graal mystique de la légende, la pierre philosophale, Lapis, et cette source de puissance immense que convoitaient les fidèles de Hitler à la veille de la guerre, et jusqu'à leur dernier souffle. Remarquez que dans une version de la légende, les Argonautes voient une coupe, je dis bien une coupe, planée au-dessus de la montagne du monde avec l'arbre de la lumière. Les Argonautes trouvent la toison d'or, et leur navire est emporté par enchantement en pleine voie lactée, dans l'hémisphère austral où, avec la croix, le triangle et l'autel, ils dominent et affirment la nature lumineuse du Dieu éternel. Le triangle symbolise la Trinité divine, la croix, le divin sacrifice d'amour, et l'autel est la table de la scène, qui portait la coupe de la résurrection. L'origine celtique et arienne de tous ces symboles est évidente. Le colonel semblait pris par la même exaltation héroïque qui avait poussé au suprême sacrifice son... comment déjà? Obersturmundrang, n'importe, diable de nom. Il fallait le ramener à la réalité. Conclusion, demandai-je. Monsieur Casaubon, ne vous crève pas les yeux? On a parlé du Graal comme d'une pierre luciférienne, en le rapprochant de la figure du Baphomet. Le Graal est une source d'énergie, les Templiers étaient les gardiens d'un secret énergétique. Et ils dressent leur plan. Où s'établir les sièges inconnus?
Là, mesdames, messieurs. Et le colonel nous regarda d'un air complice, comme si nous conspirions ensemble. Moi, j'avais une piste erronée, mais utile. Un auteur qui devait avoir du bon de quelques secrets, Charles-Louis Cadet Gassicourt, quelle coïncidence, son œuvre figurait dans la mini-bibliothèque d'un golf, écrit en 1797 un livre, Le tombeau de Jacques Mollet, ou Le secret des conspirateurs à ceux qui veulent tout savoir. Et il soutient que Mollet, avant de mourir, constitue 4 loges secrètes, à Paris, en Écosse, à Stockholm et à Naples. Ces 4 loges auraient dû exterminer tous les monarques et détruire la puissance du pape. D'accord, Gassicourt était un exalté, mais moi je suis parti de son idée pour établir où vraiment les Templiers pouvaient situer leur siège secret. Je n'aurais pas pu comprendre les énigmes du message si je n'avais pas eu une idée guide, c'est normal. Mais j'en avais une. Et c'était la conviction fondée sur d'innombrables évidences que l'esprit templier était d'inspiration celtique, druidique, était l'esprit de l'arianisme nordique que la tradition identifie avec l'île d'Avalon, siège de la véritable civilisation hyperboréenne. Vous n'êtes pas sans savoir que différents auteurs ont identifié Avalon avec le jardin des Hespérides, avec la dernière Thulé, et avec la colchide de la Toison d'Or. Ce n'est pas un hasard si le plus grand ordre chevaleresque de l'histoire est la Toison d'Or. À partir de quoi devient clair ce que cache l'expression château. C'est le château hyperboréen où les Templiers gardaient le Graal, probablement le Mont Salva de la légende. Il fit une pause. Il voulait que nous soyons suspendus à ses lèvres, suspendus nous l'étions. Venons-en au deuxième ordre. Les gardiens du sceau devront aller là où il y a ceux qui ont fait quelque chose avec le pape. En soi, l'indication était fort claire. Le Graal est la coupe du sang du Christ, le pain est la chair du Christ. Le lieu où on a mangé le pain est le lieu de la dernière scène, à Jérusalem. Impossible de penser que les Templiers, même après la reconquête sarrasine, n'eussent pas conservé une base secrète là-bas. Pour être franc, cet élément juif me gênait au début dans un plan qui se trouve entièrement sous le signe d'une mythologie arienne. Et puis, je changeais d'avis. C'est nous qui continuons à voir en Jésus une expression de la religiosité juive, parce que c'est ce que nous répète l'Église de Rome. Les Templiers savaient très bien que Jésus est un mythe celtique. Tout le récit évangélique est une allégorie hermétique, résurrection après s'être dissous dans les entrailles de la terre, etc., etc. Le Christ n'est rien d'autre que l'élixir des alchimistes. Par ailleurs, tout le monde sait que la Trinité est une notion arienne. Et voilà pourquoi toute la règle templière, dictée par un druide comme Saint Bernard, est dominée par le nombre 3. Le colonel avait bu une once gorgée d'eau. Il était enroué. Et venons-en à la 3e étape. Le refuge, c'est le Tibet. Et pourquoi le Tibet? Mais avant tout, parce que Von Eschenbach raconte que les Templiers abandonnent l'Europe et transportent le Graal en Inde, le berceau de la race aryenne. Le refuge est Agartha. Vous avez dû entendre parler d'Agartha, siège du roi du monde, la cité souterraine d'où les seigneurs du monde dominent et dirigent les vicissitudes de l'histoire humaine. Les Templiers ont constitué un de leurs centres secrets là, aux racines même de leur spiritualité. Vous devez connaître les rapports entre le royaume d'Agartha et la synarchie. À vrai dire, non. Ça vaut mieux. Il y a des secrets qui tuent. Ne nous égarons pas. En tout cas, tout le monde sait qu'Agartha a été fondée il y a 6000 ans, au début de l'époque du Kali Yuga, dans laquelle nous vivons encore actuellement. La tâche des ordres chevaleresques a toujours été de maintenir le rapport entre ce centre secret, la communication active entre la sagesse d'Orient et la sagesse d'Occident. Alors, il est clair que le 4e rendez-vous doit avoir lieu. Et dans un des sanctuaires uniques, la cité de la bière, c'est-à-dire la cathédrale de Chartres. Chartres, par rapport à Provins, se trouve de l'autre côté du fleuve principal de l'île de France, la Seine. Mais nous ne parvenions plus à suivre notre interlocuteur. Mais que vient faire Chartres dans votre parcours celtique et druidique? Mais vous croyez-vous que sans l'idée de la Vierge? Les premières vierges qui apparaissent en Europe sont les vierges noires, des Celtes. Le jeune Saint Bernard était à genoux dans l'église de Saint-Voirle, devant une vierge noire. Et celle-ci pressa de son sein 3 gouttes de lait qui tombèrent sur les lèvres du futur fondateur des Templiers. D'où les romans du Graal, pour procurer une couverture aux croisades, et les croisades pour retrouver le Graal. Les bénédictins sont les héritiers des druides, tout le monde sait ça. Mais où sont-elles donc ces vierges noires? Ceux qui voulaient corrompre la tradition nordique et transformer la religiosité celtique en religiosité méditerranéenne, en inventant le mythe de Marie de Nazareth, les ont fait disparaître. Ou bien les ont déguisés, dénaturés.
telles les si nombreuses Madame Noires qu'on expose encore au fanatisme des masses. Mais si on prend la peine de lire les images des cathédrales, comme a fait le grand Fulcanelli, on voit que cette histoire est racontée en lettres claires, et en lettres claires est représenté le rapport liant les vierges celtiques à la tradition alchimique d'origine templière, qui fera de la Vierge Noire le symbole de la matière première sur quoi travaillent les chercheurs de cette pierre philosophale, laquelle, on l'a vu, n'est autre que le Graal. Et maintenant, réfléchissez. D'où est venue l'inspiration à cet autre grand initié par le druide Mahomet? Par la pierre noire de la Mecque, à Chartres. Quelqu'un a muré la crypte qui met en communication avec le site souterrain où se trouve encore la statue païenne originelle. Mais à bien chercher, vous pouvez encore découvrir une Vierge Noire, Notre-Dame des Piliers, sculptée par un chanoine odiniste. La statue serre dans sa main le cylindre magique des grandes prêtresses d'Odin, et à sa gauche est sculpté le calendrier magique, où apparaissait, je dis malheureusement apparaissait, car ces sculptures n'ont pas été sauvées du vandalisme des chanoines orthodoxes, les animaux sacrés de l'odinisme, le chien, l'aigle, le lion, l'ours blanc et le loup-garou. Par ailleurs, il n'a échappé à aucun des spécialistes de l'ésotérisme gothique qu'à Chartres, toujours, se présente une statue qui porte dans sa main la coupe du Graal. Mes bons amis, si on savait encore lire la cathédrale de Chartres, non pas selon les guides touristiques catholiques, apostoliques et romains, mais en sachant voir avec les yeux de la tradition la véritable histoire que cette forteresse grecque raconte. Et maintenant, nous arrivons aux Poplicans. Qui sont-ils? Ce sont les Cathares. Une des appellations données aux hérétiques était Poplicans, AMS, ou Poplicans, AMPS. Les Cathares du Midi ont été détruits, et je ne serais pas un génie pour penser à un rendez-vous au milieu des ruines de Montségur. Mais la secte n'est pas morte. Il y a toute une géographie du catharisme occulte, d'où naissent même Dante, les poètes du Dolce Stil Novo, la secte des fidèles d'amour. Le 5e rendez-vous est quelque part dans l'Italie septentrionale, ou dans la France méridionale. Et le dernier rendez-vous? Mais quelle est la plus ancienne, la plus sacrée, la plus stable des pierres celtiques? Le sanctuaire de la divinité solaire, l'observatoire privilégié d'où parvenu à la fin du plan, les descendants des Templiers de Provins peuvent confronter désormais réunis les secrets cachés par les Ciseaux et découvrir enfin la façon d'exploiter l'immense pouvoir accordé par la possession du Saint Graal. Voyons, c'est en Angleterre, c'est le cercle magique de Stone Age. Et quoi encore? Oh, basta là, dit Belbo. Seul un piémontais peut comprendre l'esprit avec lequel on prononce cette expression de stupéfaction polie. Aucun de ses équivalents en d'autres langues ou dialectes. Non mi disa, dis donc, are you kidding, ne peut rendre le souverain sentiment de désintérêt, le fatalisme avec lequel elle reconfirme l'indéfectible persuasion que les autres sont, et irrémédiablement, les enfants d'une divinité maladroite. Mais le colonel n'était pas piémontais. Et il eut l'air flatté de la réaction de Belbo. Et oui, voilà le plan. Voilà l'ordonnation, dans son admirable simplicité et cohérence. Et remarquez, si vous prenez une carte de l'Europe et de l'Asie, et que vous tracez la ligne de déroulement du plan, du nord où se trouve le château à Jérusalem, de Jérusalem à Agartha, d'Agartha à Chartres, de Chartres au bord de la Méditerranée et de là à Stone Age, il en résultera un tracé, une rune à peu près de cette forme. Et alors, demanda Belbo. Et alors? C'est la même rune qui relie idéalement certains des principaux centres de l'ésotérisme templier. Amiens, Troyes, royaume de Saint-Bernard, à l'orée de la forêt d'Orient, Reims, Chartres, Rennes-le-Château et le Mont-Saint-Michel, lieux de très anciens cultes druidiques. Et ce même dessin rappelle la constellation de la Vierge. Je fais de l'astronomie en dilettante, dit timidement Guetta-Lévy, et autant qu'il m'en souvienne, la Vierge a un dessin différent et compte, me semble-t-il, 11 étoiles. Le colonel sourit avec indulgence. Monsieur, vous le savez mieux que moi, tout dépend de la manière de tracer les lignes. Et on peut avoir un chariot ou une ours à volonté, et vous savez qu'il est difficile de décider si une étoile se trouve en dehors ou en dedans d'une constellation. Revoyez la Vierge, fixez l'épi comme point inférieur, correspondant à la cause provençale. Identifiez seulement 5 étoiles, et la ressemblance entre les tracés sera impressionnante. Il suffit de décider quelle étoile écarter, dit Belbo. Précisément, confirma le colonel. Écoutez, dit Belbo, comment pouvez-vous exclure que les rencontres soient régulièrement advenues et que les chevaliers soient déjà au travail sans que nous le sachions?
Je n'en perçois pas les symptômes et permettez-moi d'ajouter, malheureusement. Le plan s'est interrompu. Et sans doute ceux qui devaient le porter à terme n'existent plus. Les groupes des 36 se sont dissous au cours de quelques catastrophes mondiales. Mais un groupe d'intrépides qui aurait les bonnes informations pourrait reprendre les fils de la trame. Ce quelque chose est encore là. Et moi, je cherche les hommes qu'il faut. C'est pour cela que je me publie le livre, pour stimuler des réactions. Et dans le même temps, je cherche à me mettre en contact avec des personnes qui puissent m'aider à chercher la réponse dans les méandres du savoir traditionnel. Aujourd'hui, j'ai voulu rencontrer la sommité en la matière. Mais hélas, bien qu'étant une lumière, il n'a rien su me dire. Même s'il s'est beaucoup intéressé à mon histoire et m'a promis une préface. Excusez-moi, lui demanda Belbo, mais n'a-t-il pas été imprudent de confier votre secret à ce monsieur? C'est vous qui nous avez parlé de l'erreur d'Adolphe. Je vous en prie, répondit le colonel. Adolphe était un homme sans défense. Moi, j'ai pris contact avec un spécialiste au-dessus de tout soupçon. Une personne qui ne hasarde pas des hypothèses à l'étourdie. À telle enseigne qu'aujourd'hui, il m'a demandé d'attendre encore avant de présenter mon œuvre à un éditeur, tant que je n'aurais pas éclairci tous les points controversés. Je ne voulais pas m'aliéner sa sympathie, et je ne lui ai pas dit que je viendrais ici, mais vous comprendrez qu'arrivé à cette phase de mes travaux, je sois justement impatient. Ce monsieur... Oh, allez, au diable, la discrétion. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je me vante. Il s'agit du grand Rakowski. Il fit une pause, attendant nos réactions. Qui? Le déçu Belbo. Le grand Rakowski, une autorité dans les études traditionnelles, ex-directeur des cahiers du ministère. Ah, dit Belbo, oui, il me semble. Rakowski, bien sûr. Eh bien, je me réserve d'achever la rédaction de mon texte après avoir écouté encore les conseils de ce monsieur. Mais j'entends brûler les étapes, et si en attendant j'arrive à un accord avec votre maison, je me répète, j'ai hâte de susciter des réactions, de recueillir des renseignements. Ici et ailleurs, par le monde, il y a des gens qui savent et ne parlent pas. Messieurs, bien que Hitler se rende compte que la guerre est perdue, c'est précisément autour de l'année 44 qu'il commence à parler d'une arme secrète qui lui permettra de renverser la situation. Il est fou, dit-on. Mais s'il n'avait pas été fou, vous me suivez? Il avait le front couvert de sueur et les moustaches presque hérissées, comme un félin. Bref, dit-il, moi, je lance l'appât. Nous verrons si quelqu'un se manifeste. D'après ce que je savais et pensais alors de lui, je m'attendais ce jour-là que Belbo le mit dehors avec quelques phrases de circonstance. Il dit au contraire: écoutez, colonel, la chose est d'un énorme intérêt au-delà de savoir s'il est opportun de conclure avec nous ou avec d'autres. Vous pouvez rester encore une dizaine de minutes, n'est-ce pas, colonel? Puis il s'adressa à moi. Pour vous, il est tard, Casaubon, et je ne vous ai que trop retenu ici. Nous pourrons peut-être nous voir demain, non? C'était un congé. Diotalevi me prit par le bras et dit qu'il s'en allait lui aussi. Nous saluâmes. Le colonel serra avec chaleur la main de Diotalevi et il me fit à moi un signe de la tête accompagné d'un sourire froid. Tandis que nous descendions les escaliers, Diotalevi me dit: vous devez sûrement vous demander pourquoi Belbo vous invite à sortir. Ne le prenez pas pour de la politesse. Il faudra que Belbo fasse au colonel une proposition d'édition très discrète. Discrétion consignée de M. Garamond. Je m'en vais moi aussi pour ne pas créer d'embarras. Comme je le compris par la suite, Belbo cherchait à jeter le colonel dans la gueule les éditions Manuzio. J'entraînai Diotalevi chez Pilade, où moi je bus un Campari et lui un extrait de racine de rhubarbe. Ce rabarbaro lui semblait, dit-il, monacal, archaïque et quasiment templier. Je lui demandai ce qu'il pensait du colonel. Dans les maisons d'édition, répondit-il, conflue toute la déficience du monde. Mais comme dans la déficience du monde resplendit la sapience du Très-Haut, le sage observe le sot avec humilité. Puis il s'excusa, il devait s'en aller. Ce soir j'ai un banquet, dit-il. Une fête, demandai-je? Il parut déconcerté par ma frivolité. Zohar, précisa-t-il, l'Ekléka, des pages encore complètement incomprises. Le gras, les poids si pesants. Le colonel ne m'avait pas plu, mais il m'avait intéressé. On peut observer longuement fasciné même un lézard vert. J'étais en train de déguster les premières gouttes du poison qui nous mènerait tous à la perdition. Je revins chez Belbo l'après-midi suivant et nous parlâmes un peu de notre visiteur. Belbo dit qu'il lui avait fait l'impression d'un mythomane.
Vous avez vu comment il citait ce Rokoski ou Rostopovitch comme s'il s'agissait de Kant? Et puis ce sont des histoires, dis-je. Un golf était un fou qui y croyait, le colonel est un fou qui croit à un golf. Peut-être y croyait-il hier et aujourd'hui il croit quelque chose d'autre. Je vais vous dire, hier avant de le quitter, je lui ai fixé pour ce matin un rendez-vous avec un autre éditeur, une maison pas difficile, disposée à publier des livres autofinancés par l'auteur. Il paraissait enthousiaste. Eh bien, je viens d'apprendre qu'il n'y est pas allé. Et dire qu'il m'avait laissé ici la photocopie du message. Regardez. Il sème à tout vent les secrets des Templiers comme si de rien n'était. Ce sont des personnages qui sont faits comme ça. Ce fut à cet instant que le téléphone sonna. Belbo répondit. Oui, ici Belbo. Oui, maison d'édition Garamond, bonjour. Dites-moi. Oui. Il est venu hier après-midi pour me proposer un livre. Excusez-moi, il y a un problème de discrétion de ma part. Si vous m'expliquiez... Il écouta pendant quelques secondes, puis il me regarda pâle et me dit « On a tué le colonel » ou quelque chose comme ça. Il revint à son interlocuteur. « Pardon, je l'annonçais à Cazodon, un de mes collaborateurs qui était présent hier à l'entretien. Donc, le colonel Ardenti est venu nous parler d'un de ses projets, une histoire que je considère fantaisiste, sur un supposé trésor des Templiers. C'était des chevaliers du Moyen-Âge. » Instinctivement, il couvrit le microphone de la main, comme pour isoler l'auditeur, puis il vit que je l'observais. Il retira sa main et parla avec une certaine hésitation. « Non, monsieur le commissaire, ce monsieur a parlé d'un livre qu'il voulait écrire, mais toujours d'une manière vague. Comment? Tous les deux? Maintenant? Je note l'adresse. » Il raccrocha. Il garda le silence quelques secondes, tambourinant sur sa table. Donc, Cazobon, excusez-moi, sans y penser, je vous ai mis dans le coup vous aussi. J'ai été pris au dépourvu. C'était un commissaire, un certain De Angelis. Il paraît que le colonel habitait dans un meublé et quelqu'un dit l'avoir trouvé mort hier dans la nuit. Quelqu'un dit? Et ce commissaire ne sait pas si c'est vrai? Ce semble étrange, mais le commissaire ne le sait pas. Il paraît qu'ils ont trouvé mon nom et le rendez-vous d'hier marqué dans un carnet. Je crois que nous sommes leur unique piste. Que vous dire? Allons-y. Nous appelons un taxi. Pendant le trajet, Belbo me prépare le bras. Cazobon, il s'agira sans doute d'une coïncidence. En tout cas, mon Dieu, j'ai peut-être un esprit tordu, mais dans mon coin, on dit mieux vaut ne jamais donner de nom. Il y avait une comédie de Noël en dialecte que j'allais voir quand j'étais gamin, une farce pieuse, avec les bergers dont on ne comprenait pas s'ils habitaient à Bethléem ou tout près de Turin. Arrive le roi mage, et il demande au valet de berger comment s'appelle son maître, et lui, il répond Gélindo. Quand Gélindo apprend, il se met à donner du bâton au valet parce que, dit-il, on ne met pas un nom à la disposition de n'importe qui. En tout cas, si vous êtes d'accord, le colonel ne nous a rien dit d'un golf et du message de province. Nous ne voulons pas faire la même fin qu'un golf, dis-je, en tentant de sourire. Je vous le répète, c'est une bêtise, mais de certaines histoires, il vaut mieux se tenir loin. Je me dis d'accord, mais je restais troublé. En fin de compte, j'étais un étudiant qui participait à des défilés, et une rencontre avec la police me mettait mal à l'aise. Nous arrivâmes au meublé. Pas des plus reluisants, loin du centre. On nous orienta tout de suite vers l'appartement, ainsi le qualifiait-on, du colonel Ardenti. Des agents dans les escaliers. On nous introduisit au numéro 27, c'était 2, 9, pensais-je. Chambre à coucher, entrée avec une petite table, kitchenette, petite salle de bain avec douche, sans rideau. Par la porte entrouverte, on ne voyait pas s'il y avait un bidet, mais dans un meublé de ce genre, c'était probablement la première et unique commodité que les clients exigeaient. Ameublement insignifiant, pas beaucoup d'effets personnels, mais tous en grand désordre. Quelqu'un avait fouillé en hâte dans les armoires et dans les valises. Peut-être avait-ce été la police. Entre agents en civil et agents en uniforme, je comptais une dizaine de personnes. Un individu assez jeune, aux cheveux assez longs, vint à notre rencontre. Je suis De Angelis, professeur Belbo, professeur Cazobon. Je ne suis pas professeur, je n'ai pas fini mes études. Étudiez. Si vous ne passez pas votre licence, vous ne pourrez pas vous présenter au concours pour entrer dans la police, et vous ne savez pas ce que vous perdez. Il avait l'air agacé. Excusez-moi, mais nous allons tout de suite commencer par les préliminaires nécessaires. Voilà. Ça, c'est le passeport qui appartenait à l'habitant de cette pièce, enregistré comme colonel Ardenti. Vous le reconnaissez?
C'est lui, dit Belbeau. Mais aidez-moi à m'y reconnaître. Au téléphone, je n'ai pas compris s'il est mort ou si... J'aimerais tant que vous me disiez, vous, dit De Angelis en faisant une grimace. Mais j'imagine que vous avez le droit d'en savoir un peu plus. Donc, M. Ardenti ou le colonel Ardenti, s'il y tenait, était descendu ici depuis 4 jours. Vous avez dû apercevoir que ce n'est pas le grand hôtel. Il y a le portier qui va se coucher à 11 heures parce que les clients ont une clé de la porte d'entrée, une ou deux femmes de chambre qui viennent le matin pour faire les chambres, et un vieil alcoolo qui fait office de porteur et monte à boire dans les chambres quand les clients sonnent. Alcoolo, j'insiste, et artérioscléreux. L'interroger a été un supplice. Le portier soutient qu'il a la manie des fantômes et a déjà filé la trouille à quelques clients. Hier soir, vers 10 heures, le portier voit entrer Ardenti en compagnie de 2 personnes qu'il fait monter dans sa chambre. Ici, ils ne font pas gaffe si un client fait monter une bande de travestis, alors 2 personnes normales, même si d'après le portier, ils avaient un accent étranger. À 10h30, Ardenti appelle le vieux et se fait apporter une bouteille de whisky, une d'eau minérale et 3 verres. Vers 1h ou 1h30, le vieux entend sonner dans la chambre 27. Par à coup, dit-il.